Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Il est mercredi 23 mai et le webinaire s'appelle Revue technique des marchés, évidemment, comme d'habitude, avec notre cher Laurent Albi, le président de la FAD dans le studio. Bonsoir Laurent, ou plutôt bonjour Laurent. Cher Falco, bonsoir et chers amis, bonsoir. Bon, on se retrouve tous. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous voyez encore cet écran avec notre chaîne YouTube. Je vous rappelle voilà, le replay sera disponible dès ce soir sur cette chaîne YouTube et aussi que à partir de la semaine prochaine, a priori, vous allez être informé par email, vous inquiétez pas. On va être pas sur ce système de webinaire qu'on utilise aujourd'hui, mais on va utiliser YouTube. Sur YouTube, il faut créer son compte. Je vais vous expliquer la dernière fois comment ça fonctionne. Voilà, il faut avoir un compte Gmail et tout ça. Et après s'inscrire et vous abonner sur notre chaîne produit Bourse BNP Paribas. Et après, vous allez être comment est-ce qu'on dit ça en français? Vous abonnez. Oui, vous êtes abonné, mais averti. Hein, vous êtes averti. Vous allez être notifié. Notifié, c'est encore mieux. Notifié dès que le webinaire commencera, et ce sera du coup mercredi prochain, 18h30, a priori. Vous allez recevoir aussi un email, mais juste pour vous dire, on sera plus sur ce système actuel, on sera sur YouTube. Donc, pour faciliter tout ça, évidemment, c'est mieux que vous êtes inscrit et abonné à YouTube. Qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? Je crois que c'est même pas nécessaire d'avoir un compte Gmail. Non. Si on tape directement BNP produit de bourse, mais on n'est pas notifié par contre. Exactement, on n'est pas notifié sur son compte portable. Google, on n'est pas notifié. Mais on peut regarder. Voilà. Parce que dès que moi je suis abonné à ma chaîne, dès que je mets le replay, donc sur mon compte YouTube, moi-même je suis abonné avec mon smartphone, et dès que je fais le upload ce soir évidemment pour vous, le replay de ce webinaire, je suis notifié avec un message push en disant attention, il y a un nouveau replay qui est disponible, et c'est pareil pour toutes les émissions live. C'est plus simple, et voilà, on essaie de vous faciliter de suivre nos émissions. Donc, je m'arrête maintenant. On est prêt d'écouter Laurent parce que c'est pour ça que vous êtes là et je vais partager mon écran avec Laurent. C'est plutôt l'inverse. Laurent va partager le sien avec vous et il faut que juste tu dis oui et après on peut écouter ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées aujourd'hui. Hein. Oui, alors, absolument. Non, oui, il s'est passé des choses aujourd'hui. Alors, il s'est passé des choses aujourd'hui. Toute la question, c'est de savoir. Qu'est-ce qui va se passer demain? D'une part, qu'est-ce qui va se passer demain? On aimerait bien le savoir. Ça nous permettrait de gagner peut-être un petit peu de sous. Mais surtout, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est qu'il s'est passé quelque chose, mais pour le moment, on est encore dans un mouvement de marché qui reste contenu. Alors, vous me direz, c'est toujours comme ça que ça commence, et vous auriez raison de le souligner, mais voilà, c'était une journée un petit peu agitée qui contraste fortement avec les précédentes, mais pour autant, il n'y a pas encore de courant vendeur qui ait été suffisamment puissant pour casser des niveaux significatifs, en tout cas sur le CAC 40. On va voir ça tous ensemble dans un instant. Alors, cette revue technique des marchés Falco pour ce mercredi 23 mai, vous en avez le contenu a priori sous les yeux, sur votre écran. On va regarder les indices parce que vous nous avez posé beaucoup de questions sur les indices. Ça change un petit peu, Falco, parce que d'habitude, il y a beaucoup d'actions. Oui. Et là, c'est les indices qui vous ont intéressé. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va regarder ensemble ces indices. Alors le S&P, bon, on fait toujours, vous le savez, un rapide compte-rendu de ce qui se passe sur cet indice américain. Le CAC, pareil. Cette semaine, on va regarder le DAX parce que je trouve qu'il a quand même une configuration très différente de celle du CAC qui se rapproche d'ailleurs par certains aspects du S&P. On va regarder ensemble. Il y a Christian qui nous a interrogé sur le Nikkei. On va le regarder. On l'a déjà regardé ensemble au mois d'avril. On va retourner dessus. Christian qui nous interroge également sur le MSCI Pacific ex-Japan, c'est-à-dire un indice un panier d'indices, je devrais dire plutôt, de toute la zone Pacifique-Asie, sauf le Japon. Et c'est un indice qui est donc très intéressant d'observer, puisque l'industrie japonaise est évidemment extrêmement puissante et omniprésente. Et quand on sort le Japon de la zone Asie, ben, ça fait que finalement, on a un indice qui a, vous vous en doutez, une physionomie un petit peu différente. On va regarder également la force relative du CAC GR
c'est-à-dire gross return, dividende réinvesti, pour pouvoir le comparer avec le DAX, qui est un indice donc calculé avec les dividendes qui sont à chaque fois donc réintroduits. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Donc CACGR avec DAX, ça a du sens. On va regarder depuis ce début d'année s'il y en a un des deux qui est plus fort. Et puis on nous a également interrogé sur le SMI. Quand on parle du Nikkei, on parle forcément du dollar-yen. On va regarder un petit peu dans quel état technique il se trouve, sachant que là aussi, on en a déjà parlé ensemble il y a quelques semaines. On va faire le suivi de notre dernière analyse. Et puis, c'est Rui qui nous interroge sur Technip. Rui qui m'a envoyé donc une analyse technique, je dois dire de très bonne facture, et je vais vous en faire profiter à tous. On va regarder Technip sur du moyen terme. Voilà, bah, c'est parti, Falco. Chers auditeurs, on commence avec le Nikkei. Bon, donc là, je vous ai mis à l'écran 30 ans d'historique sur le Nikkei pour que vous puissiez voir un petit peu sur quel niveau nous nous trouvons. Alors déjà, ce qu'on peut déjà dire, c'est que depuis le creux qui a été fait donc à la fin de l'année 2012, on est sur une tendance séculière, c'est-à-dire de plusieurs années, qui est haussière. Le chart que vous avez à l'écran, c'est une ligne de clôture en données mensuelles. Il y avait un niveau de résistance très important que je vous ai identifié ici. C'était une zone de support en 88 et en 91. Une fois que cette zone a été enfoncée, elle est devenue résistance. Une première fois en 93-94. Elle a été dépassée en 96, mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque vous le voyez, on a rapidement réintégré le niveau. Et puis, une fois que le pullback s'est fait, il y a eu une respiration qui, cette fois-ci, n'a pas réussi à dépasser ce niveau de résistance qui a donc été à nouveau validé. En 2000, ce niveau, il n'a pas tout à fait été testé, le marché s'est arrêté avant. En 2015, là encore, les 20 500 ont été une zone qui a déclenché des opérations de vente après un rallye important, vous le voyez ici, avec cette respiration importante. Et puis, vous le voyez, en 2017, le marché a dépassé ce niveau. Et cette résistance, une fois dépassée, est devenu support, et on le voit assez bien ici avec ce pullback qui a été opéré et ce rebond, donc résistance validée support, et on repart donc a priori à la hausse. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur du très long terme, c'est-à-dire depuis environ 5 ans, le Nikkei est dans une tendance qui est haussière. Premier creux, on pourrait même dire premier creux ici en 2009, mais c'est surtout ici, à partir de 2012, que l'ascension se fait de manière impulsive. Donc premier creux en 2012, et puis ensuite vous voyez un creux en 2014, un creux plus haut en 2016, et pour le moment un creux toujours plus haut début 2018. Parallèlement à ces creux qui sont ascendants, nous avons également des sommets qui le sont. C'est donc la définition d'une tendance haussière où creux et sommets haussiers se succèdent, et par conséquent, on est maintenant en attente, si cela doit avoir lieu, d'un nouveau sommet qui confirmerait donc cette tendance haussière de très long terme. Quand on regarde le MACD, pour le moment, on ne voit pas de divergence quelconque. On a le spread entre les deux moyennes mobiles qui est très au-dessus de la ligne de signal. Bon, c'est vrai que là, il y a un petit repli, mais on est toujours au-dessus. Donc, pas de signal particulier de faiblesse sur le Nikkei, sur un horizon de temps très élargi. Quand on regarde le même indice en semaine, données hebdomadaires, là, pour le coup, on est dans une configuration un petit peu plus compliquée, parce que on voit bien que cette consolidation ici, elle a été enfoncée, et le marché est allé rechercher, vous voyez, cette zone donc à 20 500,
qui avait été résistance et qui est donc redevenu support. Donc, à long terme, on est haussier, mais sur du moyen terme, c'est-à-dire depuis novembre, on voit bien que cette cassure ici, à 22 000 points, elle détériore un petit peu la physionomie haussière de l'indice et par conséquent, sur du moyen terme, c'est-à-dire sur les 6 derniers mois, un petit peu plus sur les 9 derniers mois, on est dans une séquence qui est neutre. Évidemment, si le Nikkei arrivait à repasser au-dessus de 24 000 points, alors, à n'en pas douter, on serait de nouveau en tendance haussière. Mais pour le moment, on voit bien qu'on a cassé ce niveau et on a du mal à repartir. Pourquoi je vous dis qu'on a du mal à repartir? Bien parce que vous le voyez ici quand même, on a des bougies un petit peu petites en hebdo, surtout celle-ci. Alors, vous me direz, la semaine n'est pas terminée, il reste encore 2 jours de cotation puisque nous ne sommes que mercredi, mais on voit bien qu'on a potentiellement une semaine qui annonce une consolidation. Alors, le Nikkei, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc comme le CAC 40, 8 semaines de hausse. Et là encore, on peut tout à fait anticiper des prises de profit tout à fait légitimes qui viendraient donc apporter une petite respiration de marché, une consolidation de contre-tendance avant éventuellement un redémarrage. Alors, où est-ce que le Nikkei pourrait, jusqu'où le Nikkei pourrait se replier à moyen terme, c'est-à-dire pour les 8 prochaines semaines, s'il doit y avoir une correction? Eh bien, premier niveau, vous voyez, il est ici. C'était un support. Ici, ça a été une zone de résistance et on pourrait tout à fait assister à un retour sur les 22 000 points sans que cela ne change grand-chose à la physionomie de l'indice. Passage dans le voisinage des 2 moyennes mobiles. D'ailleurs, regardez pourquoi elles sont importantes, ces moyennes mobiles. Quand le marché était dans une tendance haussière, eh bien, vous la voyez, cette 34 périodes, 34 semaines, elle a servi de support une première fois, et puis une deuxième fois, et puis là, on voit assez bien que les prix ont largement perforé cette moyenne mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'on est effectivement en consolidation. Tant que les prix restent au-dessus de la moyenne mobile que vous avez choisie, eh bien, elle sert de support dynamique et donc ça valide le mouvement. Quand la moyenne qui avait bien fonctionné en tant que support ne fonctionne plus en tant que tel, eh bien, ça veut dire que le marché rentre en consolidation. Et là, vous le voyez, si on devait casser les 20 500 points, alors la tendance baissière de moyen terme, c'est-à-dire depuis le début de l'année, serait confirmée avec un sommet, un creux, un sommet moins haut et un creux plus bas. Donc, ce serait effectivement un retournement potentiel de tendance. Mais attention, on n'en est pas du tout là pour le moment. On est sur un ralentissement du momentum, donc un ralentissement de la progression. Mais pour le moment, le Nikkei, il est à moyen terme toujours dans une séquence neutre. Alors, quand on regarde maintenant le Nikkei à très court terme, on retrouve cette très belle impulsion donc, du mois d'avril, belle progression, et là aussi, c'est la clôture donc, de la nuit dernière, un Nikkei qui est rentré visiblement en correction de très court terme. Alors, quand le marché corrige, la première chose qu'il faut essayer de voir, c'est jusqu'où peut-il corriger sans que la tendance actuelle soit remise en question. Alors, je vais voir si je peux zoomer un peu. Non, là sur ce chart, je ne peux pas. Alors, c'est 22 400 points. C'est le dernier creux ici qui précède le dernier sommet. Tant que ce creux est défendu par les acheteurs, alors on assiste à une petite correction de très court terme, mais pas encore à un retournement de tendance. Ce support à 22 400 points, c'était également donc une polarité, puisque c'était une résistance qui, une fois qu'elle a été retestée et dépassée, devient support. Et donc tout l'enjeu, c'est de voir si effectivement ce niveau de résistance devenu support va l'être à nouveau. Si c'est le cas, alors c'est juste une correction de contre-tendance, une correction intermédiaire avant une reprise potentielle de la tendance haussière. Notez également que la moyenne mobile à 50 périodes qui a servi de résistance ici pourrait servir potentiellement de support. Nous avons donc une confluence d'éléments techniques, c'est-à-dire un support
avéré, puisque vous voyez bien qu'ici, il y a eu un soutien une fois que le niveau a été dépassé, et on aurait une 50 jours qui jouerait le rôle également de support dynamique. Donc 22 400 points sur le Nikkei, c'est vraiment à très court terme un niveau important, tant que ce niveau est soutenu et défendu par les intérêts acheteurs, alors on est sur une simple séquence de take profit avant une reprise donc de la tendance. Quand on regarde le RSI, on voit qu'on a une espèce de double top sur le RSI, mais surtout, c'est le fait que l'indicateur a quitté sa zone de surachat, qui est important, parce que regardez, depuis ce moment, depuis la mi-avril, il était vraiment toujours très très haut, et là, vous voyez qu'on a cassé la petite ligne, qui n'est pas tracée d'ailleurs de support, mais qui montre que le RSI donc rentre en correction. Autrement dit, un retour vers 22 400 points ne peut pas être exclu. C'est vraiment sur ce niveau qu'il faudra voir comment les opérateurs se comportent. Si le consensus haussier n'a pas évolué, alors les investisseurs considéreront que c'est un prix idéal pour revenir et accompagner la tendance haussière, et donc il y aura des achats sur ce niveau. Si au contraire, le consensus haussier a évolué de manière négative, alors l'offre sera supérieure à la demande et le support sera enfoncé. Et par conséquent, c'est plutôt vers les 22 080 points qu'il faudra aller chercher le support suivant. Et là, pour le coup, on verra si effectivement il y a du soutien ou pas. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le Nikkei. Donc à long terme, regardez, on est donc évidemment haussier. À moyen terme, on est neutre. Et à court terme, on est haussier en correction. Ça montre bien que c'est l'horizon de temps, l'horizon d'investissement qui détermine en fait votre analyse, puisque vous le voyez, sur 3 horizons de temps différents, on peut avoir des diagnostics qui sont très différents. Alors, quand on parle du Nikkei, on parle évidemment du dollar-yen, puisque le Japon a une industrie qui est fortement exportatrice. Et donc, vous le savez, les exportations, quand elles sont faites avec une monnaie locale qui est très forte, eh bien, ça les pénalise un petit peu, puisque du coup, ça les rend plus chers pour les pays acheteurs qui ont des devises moins fortes. Et donc, le dollar-yen, il est toujours important à surveiller, parce que lorsque le dollar-yen progresse, cela veut dire que le dollar est supérieur au yen, que le yen est faible, et donc c'est un facteur de soutien pour les entreprises et par conséquent pour l'indice Nikkei. Et on voit bien que ce dollar-yen qui est fort, autrement dit ce yen qui est faible, eh bien ça va de pair avec un indice qui a fortement progressé. Nous avons déjà examiné ensemble ce dollar-yen au mois d'avril. Le chart que vous avez à l'écran, c'est le chart que je vous avais déjà montré à l'époque, et je vous avais dit, il y a sur cette paire une formation possible de retournement de tendance haussière en tête-épaule inversée, avec l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, la ligne de cou qui s'est faite ici. Et je vous avais dit, si effectivement le dollar-yen arrive à franchir cette ligne de cou, alors la tête-épaule inversée est validée, la figure de retournement se met à exister, et à partir de là, on peut essayer d'identifier la première cible minimum que pourrait donner donc la projection de la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de cou. La projection de la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de cou, c'est ce segment rouge qu'on projette à partir de la ligne de cou, et ça nous donnait un objectif qui était sur une zone possible de résistance. Je dis possible parce que ça avait été un support. Maintenant, vous connaissez bien le principe de changement de polarité, et donc ce support pouvait devenir résistance, et par conséquent, la première cible, elle était là. Vous voyez bien que c'était une cible minimum, puisque le dollar-yen est allé beaucoup plus haut, puisqu'il est monté jusqu'à 111 yens. Autrement dit, cet objectif était vraiment minimum, il est allé beaucoup plus haut. Alors maintenant, ce qui est intéressant d'examiner, c'est, puisqu'on assiste aujourd'hui
à une correction sur les indices, cela veut dire que a priori le yen devrait se renforcer, le dollar yen devrait baisser, et donc la question qu'on peut légitimement se poser, c'est jusqu'où la paire peut aller dans sa respiration. Premier élément, 111, on voit que c'est une zone de polarité support qui, une fois qu'il a été enfoncé, le marché est venu rechercher cette zone, c'était une résistance et puis il est parti donc à la baisse. Autrement dit, sur les 111 yens, on peut tout à fait avoir de nouveau cette zone de résistance qui va déclencher donc des ventes sur le dollar yen, autrement dit des achats de dollars et des ventes de yens. Alors jusqu'où ça peut baisser? Il y a une zone évidente de consolidation autour de 110, 109 yens. Vous voyez bien ici cette petite temporisation dans la hausse avant la reprise de la tendance. Autrement dit, on pourrait tout à fait repasser de 111 yens à 110, 109,50, peut-être même 109. Si la tendance est toujours haussière, alors c'est dans cette zone que le dollar finira de baisser et qu'il va repartir à la hausse donc pour franchir cette résistance. Donc dollar yen, on est dans une tendance depuis le mois d'avril qui est haussière. Cette tendance, à l'instar de ce qui se passe sur les equities, pourrait être interrompue par une correction intermédiaire. Celle-ci pourrait aller jusque ce niveau entre 109 et 110 yens. Toute la question sera de savoir si effectivement, si ce n'est qu'une correction, nous assisterons à une reprise de la tendance haussière. Si ça doit être plus important qu'une simple correction, alors les 109 yens pourraient être enfoncés. Peut-être même qu'on va avoir un retour sur 109, peut-être qu'il va y avoir une respiration sur 110, qu'une sorte de tête-épaule va se former. Bien évidemment, ce sont des extrapolations que je fais. Pour le moment, il n'y a absolument pas de tête-épaule, mais on remarque la possibilité d'une épaule gauche, d'une tête, d'une ligne de cou à 109, d'une épaule droite. Et si la ligne de cou à 109 devait être enfoncée, alors cela signifierait que c'est la hausse d'avril qui serait remise en question et potentiellement retournée. Encore une fois, nous n'en sommes pas là, mais j'essaye de vous donner des éléments de réflexion pour les semaines à venir, pour vous permettre de voir comment les choses pourraient potentiellement évoluer. Quand on regarde le RSI, pour le moment, il n'y a pas de divergence baissière, un RSI qui reste donc toujours en zone de surachat. Alors évidemment, s'il y a une forte baisse sur le dollar yen aujourd'hui, on a un RSI qui vraisemblablement est reparti donc à la baisse et a cassé ce niveau à 70. Mais pour le moment, a priori, on est sur un RSI qui a des caractéristiques de marché haussier tant qu'on reste au-dessus de 50 sur le RSI. Et même, j'ai envie de dire, tant qu'on reste au-dessus de 40 sur le RSI, on est simplement sur une correction et pas encore sur une phase de retournement. Si le RSI devait enfoncer la ligne des 40 et descendre plus bas, vers 30, voire 25, alors effectivement, ça changerait la donne et on pourrait avoir une correction beaucoup plus profonde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dollar yen et sur le Nikkei. J'en ai fini avec cet indice et cette paire. Nous continuons, s'il n'y a pas de questions, sur le MSCI Pacific ex-Japan, puisque je le répète, c'était Christian qui nous posait la question. Vas-y. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est un peu plus de 3 ans d'évolution des cours en données hebdomadaires. Donc, c'est comme aux États-Unis, on a eu un rallye, et comme en Europe d'ailleurs, un rallye qui s'est orchestré sur les points bas du début 2016, et puis on a depuis donc une tendance qui est haussière. Alors, depuis 2016, la tendance, elle est haussière, mais elle prend une physionomie un petit peu plus neutre sur du moyen terme. Pourquoi? Regardez, on avait donc ces supports ascendants. La dernière séquence de consolidation autour de 47 a été enfoncée, et puis on a fait depuis en hebdo des sommets baissiers et des creux baissiers, mais on reste pourtant toujours au-dessus de cette zone de polarité, vous voyez, cette zone de résistance entre 45 et 46 qui est devenue support. Ça veut dire que
À long terme, sur le MSCI Pacific ex Japan, à long terme, c'est-à-dire sur 2 ans, 24 mois, on est toujours dans un mouvement haussier. En revanche, quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début d'année, on est sur un mouvement qui est neutre. Pourquoi? Parce que ce niveau à 47 a été enfoncé. Quand on regarde les choses sur un horizon de temps plus court, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, à peu près 6 semaines, court terme, on est sur une tendance qui est haussière. Donc vous le voyez là aussi, en fonction de l'horizon de temps que vous regardez, eh bien, vous avez des lectures, des interprétations, des analyses de la tendance qui sont différentes, haussier à long terme, neutre à moyen terme, et puis de nouveau haussier à court terme. Tant que les niveaux 45, 46 à long terme sont défendus, la tendance reste haussière. Là, pour le coup, on est à court terme dans une tendance qui l'est également. Pour repasser à moyen terme sur une tendance haussière, il faudrait faire un nouveau plus haut ici, par exemple, hypothèse de scénario, à 49, et puis rebaisser vers 47,5 et puis remonter vers 49,5. Et là, sur un horizon de temps depuis le mois de mars, nous aurions de nouveau une séquence de creux et de sommets haussiers. Et par conséquent, on repasserait donc à moyen terme sur une lecture haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le MSCI Pacific ex-Japan. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant. Tiens, on va regarder le S&P avant de regarder le CAC 40, puisque le CAC, vous savez qu'il a fortement baissé aujourd'hui, à moins 1,3%. En revanche, qu'est-ce qui se passe sur le S&P? Bien, je ne vais pas reprendre l'analyse que je fais chaque semaine, parce que finalement, depuis la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose. On est dans une consolidation qui dure depuis environ 10 jours. Autrement dit, toujours pas de baisse sur le S&P, mais pas de hausse non plus. C'est ce qui caractérise un trading range latéral. Ce qui est important de surveiller maintenant sur le S&P, puisque ce range a été donc dépassé, puisque la zone de résistance de ce range a été donc franchie. Toute la question est maintenant de savoir si les cours vont réintégrer le range ou si au contraire, ils vont reprendre leur ascension. On est vraiment à la croisée des chemins, puisque la bougie d'aujourd'hui, c'est un tout petit doji, donc beaucoup d'indécision sur le S&P. Ce qui va se passer ce soir à 20h est important pour l'indice américain, puisque nous allons pouvoir prendre connaissance des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, avec donc des investisseurs qui attendent de savoir, à travers donc la lecture de ces minutes, comment s'est décidé la dernière décision de la Fed. Est-ce qu'il y a plus de faucons que de colombes? Est-ce que nous pouvons anticiper une accélération de hausse des taux? Ce n'est pas mon scénario pour le moment pour les États-Unis. On pourrait même avoir moins de hausse que prévu, mais on en reparlera. En tout cas, je n'anticipe pas du tout en ce qui me concerne 4 hausses de taux. 3, c'est le maximum, et je n'exclus pas qu'il n'y en ait que 2. On verra bien. En tout cas, pour le moment, le marché attend de prendre connaissance de ces minutes, et par conséquent, c'est ce qui explique ce petit doji. En tout cas, on voit bien que le S&P est très différent du CAC, puisqu'il ne progresse plus, mais pour autant, cette oblique baissière a été dépassée. Autrement dit, le range a été validé. Pour le moment, puisque la sortie haussière a eu lieu, nous pourrions tout à fait, c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure, assister à une reprise du momentum démarré donc début du mois de mai pour aller rejoindre 2790. La lecture qui invaliderait donc ce biais haussier, ça serait sur donc la réintégration du range, la pénétration donc de cette oblique baissière par les cours qui les projetterait autour de 2675
également cette moyenne mobile à 50 périodes qui serait elle aussi pénétrée. Ça voudrait dire qu'on retourne à l'intérieur du range, et si il n'y a aucun momentum haussier sur le S&P à très court terme et qu'on retourne dans cette zone, alors on ne pourrait pas exclure de retourner sur le bas du range à 2600 points. Là aussi, pour le moment, il ne faut pas aller trop vite en besogne. On est en consolidation et il va falloir attendre de voir donc la fin de la semaine pour voir si ce range est réintégré ou pas. En tout cas, sur le S&P, ce qu'on peut dire, c'est que on est toujours sur des niveaux de prix qui restent positifs au-dessus de la résistance, mais attention, il pourrait y avoir une réintégration. Le RSI nous dit qu'il n'a pas été en mesure de repasser en zone de surachat. Ça veut dire qu'on est sur un momentum qui reste faible. A priori, vous le voyez, on a cassé ce petit support. Autrement dit, on est vraiment à 50-50 entre une réintégration du range ou au contraire un redémarrage de la tendance. C'est quasiment impossible de dire comment les choses vont évoluer dans les 48 prochaines heures. Autrement dit, d'un point de vue purement technique, il y a des moments où le marché est indécis. Par conséquent, il ne faut pas le surinterpréter. Il faut également attendre et voir comment les choses évoluent. Alors, quand on regarde le CAC 40, on voit qu'aujourd'hui a été une forte journée de baisse. Alors, dans la foulée de ce qui s'est passé, regardez, sur le S&P, c'était hier que le marché a été vendu sur des déclarations de Donald Trump, comme quoi il n'était pas totalement satisfait de la tournure que prenaient donc les négociations avec la Chine. Par ailleurs, remise en question possible d'un sommet avec le leader nord-coréen, donc un risque géopolitique qui recommence à apparaître doucement. En Europe, on a eu des PMI allemands et zone euro qui ont été un petit peu décevants. Par ailleurs, on a un indice italien qui est vendu parce qu'il y a une incertitude chez nos amis italiens sur leur capacité à mettre un gouvernement en place. A priori, les choses semblent prendre forme, mais ce n'est pas encore fait. Voilà, donc on a un CAC qui est vendu, et j'ai envie de dire que c'est presque normal qu'il le soit, puisque je rappelle que la progression d'avril sur l'indice CAC 40, elle est quasiment équivalente à 12%, 12% de hausse sans aucune consolidation. C'est en un mois une performance qui historiquement est annuelle, puisque, et non, et je me trompe, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout 12% de gain sur le CAC annuel, on est plutôt au contraire autour de 6-7. Donc une énorme progression qui s'est faite sans plus de profit, et donc c'est tout à fait normal qu'à un moment, il y ait une respiration et que tous ceux qui ont participé à ce rallye eh bien, retirent leur argent de la table et par conséquent vendent, et c'est ce qui explique la formation de cette bougie rouge. Alors, ce qui est très important, c'est que même s'il y a 1,3% de baisse sur le CAC 40, regardez le support, c'est-à-dire cette zone de résistance qui devient potentiellement support, n'a pas été enfoncé. C'est le tout premier niveau, 5540, qui signalerait des prises de profit un petit peu plus importante que celle qu'on aurait pu immédiatement anticiper en venant retester la borne haute de cette zone de résistance à 5540. Tant qu'on est au-dessus de 5540, il ne s'est rien passé d'un point de vue technique. Il y a eu certes des prises de profit, mais aucun niveau n'a été enfoncé. Si 5540 devait l'être dans les prochains jours, alors on pourrait retourner sur 5482 et même 5482. Il faudrait que ce niveau soit enfoncé pour qu'on ait une correction un petit peu plus significative. On en est très loin pour le moment. Donc le message que j'essaye de transmettre ce soir, c'est de dire que c'est vrai, le CAC a été très négatif aujourd'hui, performance négative avec moins 1,3, mais pour autant,
d'un point de vue technique, il n'y a aucun niveau important qui a été enfoncé. C'est 5482 qui, si cette zone était enfoncée, signalerait que ce n'est plus une simple petite correction intermédiaire qui se met en place, mais peut-être quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose de plus profond, si c'est effectivement le cas, ça pourrait être un retour sur les 5400 points, parce que si je ne me trompe pas, 5400, c'est un 38%. Non, c'est un petit peu au-dessus. 5422, c'est un 38% de 5420 de retracement de toute la hausse précédente. Autrement dit, même si on retournait sur 5420 points, ça ne serait que 38% de correction. Autrement dit, une correction finalement qui serait normale. Mais il est vrai que la rupture de ce premier niveau à 5480 points ouvrirait peut-être un risque baissier un petit peu plus important. En tout cas, pour le moment, on en est très loin, puisqu'on est toujours au-dessus de 5540. Et regardez, hein, la mèche basse qui s'est formée justement sur ce niveau technique, ça montre bien que ceux qui ont shorté en intraday ont pris leur profit sur cette zone. On va voir comment les choses évoluent demain. On va regarder maintenant, s'il n'y a pas de questions, Pas de questions. Le DAX. Et là, je vais juste dire une phrase, parce que Christian, à l'intro en fait, de notre webinaire, tu avais parlé aussi de comparer le CAC qui intègre les dividendes ou qui ne les fait pas avec un autre en fait. Et là, Christian a ajouté en fait qu'on peut aussi comparer le CAC avec le DAX-K, le DAX Course Index qui, voilà. Sans les dividendes. Exactement, qui paraît que le CAC, et du coup, voilà, c'est l'autre paire en fait. Eh bien, écoutez, merci pour cette précision. Ce qui est important, c'est effectivement, sur du long terme, hein, du moyen long terme, de comparer ce qui est comparable. Quand on regarde le CAC gross return, c'est-à-dire dividendes réinvestis, on est sur des sommets historiques. Alors que quand on regarde le CAC 40 dont on parle tous les jours à 5560 points, c'est un CAC qui est très en dessous de ses plus hauts historiques. Donc il faut bien faire la différence et comparer le DAX avec son équivalent français. Alors, bon, là on va regarder rapidement le DAX. Pourquoi? Pour essayer de voir si là aussi les niveaux de court terme ont été enfoncés. Et vous le voyez, on en est très loin puisqu'il y a une zone sur le DAX qui se situe entre 12 920 points et 12 858 points. Et tant qu'on est en présence d'un indice qui est au-dessus de cette zone, eh bien, il n'a rien cassé. Et donc, la correction actuelle, c'est juste une respiration de marché. Si effectivement on passait sous 12 858, alors la tendance ne serait plus haussière, elle redeviendrait neutre, puisque nous aurions enfoncé donc le dernier support qui précède le dernier sommet. Et là, pour le coup, il faudrait regarder si derrière cette cassure de support, on a un sommet moins haut, un sommet plus bas, et donc l'apparition, la formation d'une nouvelle séquence baissière avec une alternance de sommets et de creux baissiers. Pour le moment, ce n'est encore une fois pas du tout le cas. On est sur un indice qui corrige, mais qui reste fort. Un RSI, lui aussi, regardez, qui a enfoncé le support à 60 points. Donc, ce n'est pas très bon comme signal. Cela signifie qu'on ne peut pas exclure d'avoir un DAX qui corrige plus. Si c'était cette hypothèse qui devait donc se confirmer, il y aurait donc un nouveau soutien du marché autour de 12 700 points, c'est-à-dire, vous le voyez, entre 12 700 et 12 650, c'est une polarité, une zone de résistance. Là, c'est une clôture pivot avant que le marché ne reparte. C'est le point de passage entre la moyenne mobile 200 et 50 qui converge autour de 12 700. Donc, si on devait enfoncer ce niveau à 12 920, 12 860, alors on pourrait descendre plus bas
pas tellement plus bas, il pourrait y avoir un soutien de la part des investisseurs autour de 12 650. Voilà, je vous donne les niveaux, j'espère que vous les notez, parce que si effectivement le marché décale, il faut que vous sachiez jusqu'où il peut aller avant qu'on ait potentiellement une stabilisation des cours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le DAX. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu la force relative du CAC 40 gross return face au DAX. Et je vais me mettre en ligne de clôture. Et en fait, que constatons-nous? Eh bien que finalement, depuis le début d'année, même depuis le 18 décembre, mais surtout depuis le 23 janvier, nous avons un CAC 40 gross return qui surperforme le DAX. Comment le voyons-nous? Eh bien, c'est ce ratio de force relative. Nous divisons le CAC GR par le DAX, et si le ratio continue de progresser à la hausse, cela signifie que le numérateur ici progresse plus vite que le dénominateur et que par conséquent, le CAC progresse plus vite que le DAX. Et là, c'est très net. Et regardez comme c'est intéressant parce que même quand on regarde un ratio, eh bien, nous avons une séquence de creux et de sommets qui reste haussier et qui est donc ininterrompu. Vous voyez, creux, sommet, creux, sommet, creux. Là, on fait un sommet plus bas, donc ça veut dire qu'on est en conso. On regarde tout de suite si le creux va être plus bas que le précédent. Vous voyez qu'il est au même niveau. On repart à la hausse. Le ratio revient faire une respiration, donc là ça veut dire que c'est le DAX qui surperforme temporairement. On retourne sur une zone de polarité, donc les zones de polarité fonctionnent sur les ratios comme elles fonctionnent sur les actions et les indices, et là, zone de polarité résistance devient support, la moyenne mobile à 50 périodes vient également jouer le rôle de support dynamique. Grosse zone de support ici qui fonctionne, le marché repart, et là on est de nouveau dans une séquence où le CAC surperforme le DAX. Alors, toute la question est maintenant de savoir si nous avons un ratio qui va être en mesure de refaire un nouveau sommet. Si c'est le cas, cela signifie que la surperformance du CAC reste d'actualité. Si en revanche, nous avons un ratio qui se confine à l'intérieur d'un range entre 1,12 et 1,10, ça voudra dire simplement que le CAC et le DAX sont en phase l'un avec l'autre et qu'ils performent ou qu'ils sous-performent de la même manière. Si en revanche, on a un CAC qui sous-performe de manière significative le DAX, alors nous aurons un retournement de tendance avec une cassure de cette ligne de support et nous aurons pour le coup un creux plus bas, deux creux baissiers, deux sommets baissiers. C'est le début d'un retournement de tendance qui signifiera que le DAX va surperformer le CAC. Alors, dans la hausse, un DAX qui surperforme le CAC, ça veut dire que le DAX va progresser, va monter plus vite. Dans la baisse, avoir un DAX qui surperforme le CAC, cela signifie que les deux indices peuvent baisser, mais que le DAX va baisser moins que le CAC. En tout cas, ce chart est intéressant parce qu'il montre toute la pertinence des ratios et de l'analyse en force relative, parce qu'un investisseur qui aurait eu le choix en début d'année entre investir sur le CAC et investir sur le DAX, eh bien, aurait gagné plus d'argent en investissant donc sur le DAX, sur le CAC, pardon. Alors, on voit bien que, regardez, là, on était dans une séquence où le CAC sous-performait le DAX. On a fait des creux équivalents qui montraient que cette sous-performance était interrompue. Pendant tout ce moment-là, on avait les deux indices qui étaient en performance équivalente, ils étaient en phase. Et puis, on a un CAC qui, là,
part à la hausse. Et donc, c'est un retournement hein, par rapport à la baisse qui précède. Derrière, on retourne tester les plus bas. Donc, on peut là se dire que soit on a un CAC qui surperforme légèrement, soit on reste sur une performance équivalente entre les deux indices. En revanche, à partir du mois de février, c'est très clair que c'était plus intéressant d'être positionné sur le CAC, puisque là, pour le coup, on avait un vrai retournement de tendance et un ratio qui décollait. Et puis derrière, ça ne s'est jamais démenti. Et depuis février, donc mars, avril, mai, on est quasiment sur 2 mois et demi, 3 mois de surperformance du CAC par rapport aux dates. Donc, je vous encourage vraiment, quelles que soient les plateformes que vous utilisez, à vous familiariser avec ces charts en force relative, parce que ce concept de force relative, il permet vraiment de savoir sur quel type d'actifs vous devez diriger vos investissements. Si par exemple, vous vous dites, tiens, le secteur automobile est fort en ce moment, oui, mais allez sur quelle action? Volkswagen, Daimler, BMW, Peugeot, Renault, ou alors peut-être aller sur les équipementiers, Valeo, Forestia. Donc, il faut utiliser ces ratios pour savoir, puisque le secteur est haussier, essayer d'identifier la valeur qui, dans le secteur, est la plus forte, c'est-à-dire celle qui attire le plus les flux et de se glisser dans cet actif qui est favorisé par les investisseurs et donc profiter à plein d'un secteur donc, qui est haussier. Et donc, je vous encourage vraiment à procéder à la mise en place de ces ratios pour pouvoir effectivement choisir les bons sous-jacents. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous le savez, hein, le CAC, on va regarder, tenez ensemble, de combien il a performé. Donc, si on prend à partir du point bas jusqu'au point haut, les deux extrêmes, c'est 12,15%. Et à la clôture d'aujourd'hui, on a un CAC qui a performé donc depuis le début du rallye de 10,4%. On va mettre ça en perspective avec le DAX. Alors, le DAX, il a progressé de 11,91 et à la clôture d'aujourd'hui de 10%. Donc, vous le voyez, les deux indices. Ah oui, mais excusez-moi, c'est pas le bon CAC que je vous ai pris. C'est le CAC alors que j'aurais dû prendre le CAC Gross Return. Attendez. Alors, voilà. Alors, le CAC Gross Return, c'est 13% de progression et je ne l'ai même pas pris depuis le point bas. Si je le prends depuis le point bas, on est sur 13,8% et à la clôture d'aujourd'hui, 12%. C'est cette progression du CAC qu'il faut mettre en relation avec ce que je vous ai montré du DAX. Hein. Donc, voilà, je repars ici. Donc, vous le voyez, cette surperformance du ratio, on la retrouve bien évidemment hein, dans les pourcentages avec un gross return qui a été beaucoup plus fort que le DAX. Et donc, encore une fois, là encore, les ratios sont très intéressants à examiner pour savoir où allouer au mieux ces capitaux. Alors, y a-t-il une question? Il y a Alain qui nous dit qu'il n'est pas convaincu, l'écart est trop faible pour y appliquer l'analyse technique. Alors non, Alain, j'ai une opinion différente de vous. Regardez. Alors, déjà, Alain, on parle du DAX et du CAC. Donc, ne vous attendez pas à une différence de performance entre les deux de 5 ou 10%. On est sur des indices qui sont très, 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 très corrélés et qui, a priori, réagissent au même catalyseur. Hein, donc, c'est vraiment après les caractéristiques de la France et de l'Allemagne qui séparent. Mais, encore une fois, on est sur des indices qui sont très proches. Malgré tout, regardez, quand on regarde le DAX à partir du point bas, Alain, non, attendez, c'est pas ça le point bas. Quand on est sur le point bas et qu'on monte jusqu'à la clôture d'aujourd'hui,
On est à 10,64% de performance sur le DAX, ok? 10,6%. Quand on regarde, je recommence, quand on regarde le CAC Gross Return, on est à 11,97, on est à 12%. Ça fait quand même 20% de différence de performance hein, entre les deux. Bon, c'est pas... Ok, ils ont la même tête tous les deux, mais ça vaut quand même le coup. Quitte à aller sur un indice, quitte à se positionner, autant essayer d'aller sur celui qui est le plus fort. D'autre part, quand on regarde le ratio, on voit bien les zones de surperformance du CAC, de sous-performance du CAC et de surperformance du CAC. Donc oui, Alain, vous avez raison. De toutes les façons, ce qui est important, c'est d'être positionné. Mais si on peut encore affiner un tout petit peu, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette période-là, on est sur deux indices qui performent de la même manière. En revanche, là, on a une vraie accélération du CAC par rapport au DAX. Et donc, ça vaut le coup d'essayer, si on n'est pas déjà rentré, de profiter de cette accélération du CAC par rapport au DAX pour gagner un petit peu plus d'argent. Et ça vaut le coup pour le moment de rester positionné sur le CAC parce qu'il est plus fort. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce ratio. On peut avancer maintenant et aller sur le SMI, puisque c'est une question qui nous a été également posée. Alors là, vous le voyez, le SMI, c'est l'indice suisse. Alors déjà, il est coté en francs suisses. Je vous rappelle que le franc suisse, dernièrement, est assez fort. Il est considéré comme une valeur refuge et ça fait quelques jours, un petit peu plus qu'il est fort. Mais quand on le regarde, on voit que l'indice est très très faible. Hein. Le CAC, il est sur ces niveaux. Regardez, je vous le remets, hein, il est revenu sur ces niveaux de résistance, alors que le SMI, il est encore très très en dessous et il repart à la baisse. Donc on a un indice qui est beaucoup plus faible que le CAC. Quand on se met en hebdo, eh bien, on voit qu'on est sur une tendance de long terme qui est plate, puisque vous voyez sur ce SMI, depuis 2015, il ne se passe plus grand-chose. On est toujours à l'intérieur du range. D'ailleurs, il ressemble un petit peu au DAX, d'une certaine manière. Voilà, donc tendance à long terme plate sur le SMI. Quand on regarde les choses sur un horizon de temps un peu plus court, c'est-à-dire sur du moyen terme, autrement dit, enfin du moyen long terme, depuis le début 2017, on est sur un mouvement qui était, regardez, haussier. Et quand on a fait ce nouveau sommet, on va regarder donc cette zone à 9000 points pour voir si elle est défendue. Hein, entre 8866 et 9123, toute cette zone est une zone potentielle de support. Qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez, on l'a enfoncé. Donc cette dynamique ici s'est détériorée. C'était une dynamique haussière et maintenant c'est une dynamique qui est neutre puisque le support a été enfoncé. Alors remarquez qu'on est là maintenant sur un mouvement qui est de consolidation puisqu'on n'arrive pas à assister, je vais me remettre en délit, on voit bien que le gap baissier n'a jamais été comblé, il a servi de résistance, et là on repart à la baisse. Donc, toute la question, c'est de savoir maintenant si on repart sur les plus bas ou si au contraire, on va assister à un redémarrage et revenir donc près du gap. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on voit bien
qu'on a un indice très différent hein, de ce qui s'est passé sur le CAC et que là encore, ça vaut beaucoup plus le coup de s'être positionné sur l'indice parisien plutôt que sur le suisse qui vraiment, regardez, on est à très court terme, on est sur un mouvement baissier, nouveau creux et dernier creux baissier. On repart à la hausse, mais on n'arrive absolument pas à dépasser le niveau. Ça veut dire que depuis 2018, on est sur un mouvement baissier neutre et que tant qu'on est sous ce gap, on va garder ce diagnostic, donc un indice suisse beaucoup plus faible. On va terminer avec FTI, c'est-à-dire Technip. Voilà, donc là, je reprends donc les... Attendez, je vais enlever ces flèches. Voilà, donc, sur Technip, c'est Rui qui nous pose plusieurs questions et il nous dit, premièrement, est-ce que je suis d'accord pour le diagnostic suivant, la tendance à moyen terme est neutre haussière? Alors regardez, à moyen terme, on voit bien que, je vais me mettre en ligne de clôture, on voit bien qu'on avait une première phase d'ascension qui a été très très largement corrigée. C'est plus qu'un 61,8 ça, donc c'est vraiment une correction très profonde et pourtant on repart à la hausse et on fait un nouveau plus haut marginal. Donc qualifier ce mouvement ici de tendance haussière, c'est pas vraiment la terminologie que j'utiliserai. Je dirais plutôt que depuis août 2017, on est sur un mouvement de consolidation haussière. Ça consolide. La différence entre une consolidation et une tendance, c'est souvent la nature et la profondeur des retracements. Quand les retracements sont très contenus et que les précédents sommets dans une tendance haussière ne sont pas enfoncés, on est vraiment sur un mouvement impulsif, il n'y a aucune hésitation. Quand en revanche, on a des corrections qui repartent et qui enfoncent les précédents sommets, et là, vous le voyez, on a le dernier sommet avant celui-ci, on pouvait considérer qu'il était là ou qu'il était là, et on l'a très très largement enfoncé, on est reparti à la hausse, mais on n'a que marginalement fait un nouveau sommet. Ça veut dire qu'on est bien sur un marché qui a une physionomie ici de consolidation. Donc Technip à moyen terme, on est effectivement sur une tendance haussière très faible qui a plus les caractéristiques d'une consolidation. Alors, est-ce que l'ancienne résistance à 28,62 pourrait devenir le nouveau support? Alors, effectivement, on a ici une résistance. Alors, je vais mettre un 28,62. Vous voyez, on avait support, support, résistance, résistance, résistance. Donc, effectivement, si celle-ci était dépassée, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, elle deviendrait, par le truchement du principe de changement de polarité, un nouveau support. La résistance suivante, oui, vous avez raison, elle est bien à 32, c'est-à-dire sur ce rallye de contre-tendance. Si effectivement on devait dépasser ce niveau, alors la résistance suivante est à 32. Le diagnostic est bon et vous me dites le niveau d'invalidation est dans la zone des 23 €. Vous avez raison, puisque là, pour le coup, il faudrait casser cette zone de support à 23 € pour ne plus être dans une séquence neutre, mais éventuellement ouvrir un risque baissier de moyen terme beaucoup plus important et avoir donc un Technip qui irait chercher des nouveaux plus bas. Mais pour le moment, on est dans une consolidation
Et tant qu'on est au-dessus du dernier creux qui précède le dernier sommet, alors on est toujours dans un diagnostic neutre. La cible de la projection de Fibo, elle se trouve autour de 32 €. Vous me dites 31,43. Oui, bon, alors ça dépend si on prend les clôtures ou les mèches, mais effectivement, on serait sur cette zone si effectivement on devait dépasser la résistance, et ça serait donc une concordance entre la résistance à 32 et le retracement de Fibo, excusez-moi, l'extension de Fibo qui serait autour de 32. Donc, vous avez tout bon, oui, bravo, vous avez bien vu les niveaux, votre diagnostic est exact, et pour les autres, n'hésitez pas à m'envoyer donc vos analyses, on les regardera ensemble, je vous dirai si c'est bon ou si au contraire, vous avez fait une petite erreur. Voilà, Falco, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder tout de suite, Laurent. Donc, peut-on dire qu'il apparaît un double top, dit Pierre, ça va être ce technique. Et ça donne quoi en hebdo, voudrait savoir Gérald, non Gérard. Alors attends, le double top, Ouais. si la question c'est y a-t-il un double top sur Technip, la réponse est non. Parce que pour qu'il y ait un double top, il faut qu'il y ait un double top, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de retournement de tendance haussière. Mais là, on aurait un top et le creux qui sépare les deux tops, qui est beaucoup trop profond par rapport à la tendance qui précède. On n'a pas de tendance là par rapport à la profondeur du double top. Donc non, c'est une consolidation, mais ce n'est pas un double top. Il faut avoir une impulsion beaucoup plus importante à la hausse et avoir effectivement un double test du sommet. Et là, si ça casse la ligne de coup, alors on a un double top. Mais là, ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas de tendance suffisamment forte pour pouvoir parler d'une figure de retournement. Ça donne quoi en hebdo, de savoir, Gérard? C'est de l'hebdo, Gérard. Alors, si vous parlez de Technip, on est effectivement sur un chart hebdo. Ouais, technique, ouais. Donc, c'est de l'hebdo. Le diagnostic en hebdo, c'est qu'on est sur un actif qui consolide et qui n'a pas réussi à franchir sa résistance. Autrement dit, pour le moment, c'est une consolidation haussière, mais ça reste une consolidation. Et il y a Philippe qui écrit divergence RSI et cours sur Technip. Je ne comprends pas. Alors, non, il n'y a pas de divergence de RSI sur Technip parce que le RSI est descendu beaucoup trop bas. C'est pas ça les divergences baissières. Les divergences baissières, il faut que les deux sommets soient beaucoup plus collés, que le premier sommet du RSI soit en zone de surachat, que le deuxième ne le soit pas, mais il ne faut surtout pas qu'on redescende aussi bas que 40 entre les deux sommets. Donc non, on ne peut pas parler sur cet actif de divergence baissière du RSI parce que la configuration, c'est comme le double top, ce n'est pas ça. Il aurait fallu, vous voyez, qu'on fasse un premier sommet ici, qu'on baisse, et que là, on fasse un deuxième sommet moins haut sur le RSI, et que là, tout de suite dans la foulée, on fasse un sommet plus haut. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, il n'y a pas de divergence, c'est de la conso. Ok. Là, il y a Philippe qui dit que le son est coupé, mais je crois que vous nous entendez très très bien, donc j'espère que c'était que sur l'ordi de Philippe. Sinon, vous pouvez retrouver évidemment cette émission d'aujourd'hui dans le replay de ce soir. L'email va partir à 23 h avec le lien. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous, mais surtout merci à Laurent pour toutes ces explications, merci comme toutes les semaines. Pour votre attention. Et attention, vous aurez remarqué, aujourd'hui, c'est pas jeudi, c'est mercredi, donc il faut encore 2 jours jusqu'au week-end. Absolument. Allez, à la prochaine fois. Au revoir. Bonne soirée.